L'Assemblée va à présent entendre un discours de son Excellence Luis Montenegro, Premier ministre de la République du Portugal. J'invite le protocole à bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Senhora Presidente, Senhor Secretário. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant tout, je félicite le président de la 79e session de l'Assemblée générale, Monsieur Philemon Yang, pour son élection et je lui souhaite plein succès. Je remercie tout particulièrement le secrétaire général Antonio Guterres pour ses travaux inlassables. Il sait qu'il peut compter sur le plein appui du Portugal. Étant donné que c'est la première fois que je m'exprime face à cette auguste assemblée, je ne peux que prendre la mesure du poids des responsabilités qui nous incombent à nous tous, représentants des peuples des Nations Unies. Je le fais à un moment particulièrement difficile qui se caractérise par bien des crises et des tensions géopolitiques croissantes. Mais je m'exprime également avec espoir et confiance. Avec espoir, parce que cette année, nous célébrons 50 ans de liberté dans mon pays. Le peuple portugais a appelé de ses vœux à la démocratie, la paix et le développement et la liberté. C'est de cette façon que nous avons pu changer le cours de l'histoire. Alors que des autocraties s'enracinent dans des régions du monde et hypothèquent la démocratie, nous sommes convaincus de la force par la force de la liberté. Alors que nous faisons face à des menaces qui pèsent sur la paix, nous sommes convaincus de la force du multilatéralisme et de notre responsabilité collective. Alors que les enjeux sont de plus en plus complexes, nous avons foi en la croissance économique, vecteur de progrès durable et juste. Le Portugal est un fervent défenseur du multilatéralisme. Il s'agit d'une méthode de coopération et de gestion du système international. Voilà pourquoi nous avons appuyé le pacte de l'avenir adopté dans le cadre du sommet de l'avenir. Il s'agit là de la vision et de la volonté de réforme du secrétaire général Antonio Guterres. Ce pacte est une nouvelle lueur d'espoir quant à la mise en œuvre des 3 piliers de l'ONU: développement durable, droits humains et paix et sécurité internationale. C'est fort de cette foi dans le multilatéralisme que le Portugal, conforme à sa politique étrangère, est candidat au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité pour les années 2027-2028. Nous sommes guidés par notre volonté de prévenir les conflits, de promouvoir le partenariat et de protéger les peuples face aux menaces traditionnelles que sont le terrorisme et face aux nouvelles menaces telles que la biosécurité. Nous avons l'intention de contribuer à un ordre international plus juste, plus pacifique et plus inclusif, fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Excellences, le secrétaire général le dit dans notre programme commun. Le multilatéralisme fait face à un dilemme profond. S'effondrer ou aller de l'avant? Pour nous, il n'y a pas d'hésitation. Nous devons aller de l'avant avec la réforme du système de gouvernance mondiale afin de garantir plus de représentativité, de transparence, de justice et de coopération. C'est la voie que nous ouvre le pacte de l'avenir. Il nous permet de refaçonner l'architecture financière internationale et de promouvoir
une meilleure prise en compte des objectifs du développement durable. Avec le Burundi, nous avons organisé la 4e conférence internationale pour le financement du développement. Nous voulons nous assurer qu'aucun pays ne doive choisir entre lutter contre la pauvreté ou sauver la planète. D'autre part, nous appelons à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il soit plus souple, plus représentatif et opérationnel. Sa composition est anachronique et l'absence de représentants de certaines régions entrave son bon fonctionnement. Le Portugal appuie la position africaine commune et les aspirations du Brésil et de l'Inde de devenir membres permanents. Les petits États et les États de taille moyenne, y compris les petits États insulaires, devraient voir leur représentation renforcée. S'agissant des méthodes de travail, nous appelons à une restriction et à une supervision étroite de l'utilisation du droit de veto. Le droit de veto, avant d'être un pouvoir, est une responsabilité. Et il faut exercer ce droit de veto avec responsabilité. On ne peut pas se permettre d'être juge et partie. S'agissant de l'Ukraine et d'autres cas, le Conseil est resté silencieux. Nous espérons que pour ce qui est du Liban, le Conseil pourra agir de façon efficace et prévenir une escalade du conflit. Même lorsque des résolutions sont adoptées, elles restent lettres mortes. Il est essentiel qu'à Gaza ou au Soudan, toutes les parties redouble d'efforts pour garantir la pleine mise en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil. Excellence, le monde est plus prospère que jamais, mais la fracture socio-économique se renforce. L'éradication de la pauvreté et de la faim sont les 2 premiers objectifs du développement durable. Mais la faim chronique augmente et touche 1 personne sur 10 à travers le monde. L'insécurité alimentaire grave, quant à elle, a presque triplé depuis 2016. Dans ce contexte, nous saluons l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté proposée par la présidence brésilienne du G20. Nous ne pourrons concrétiser cette vision que si nous répondons aux besoins de milliers de personnes touchées par les conflits. L'Ukraine, Gaza, le Soudan, le Myanmar, le Sahel et à présent le Liban sont autant d'exemples de souffrances subies par des millions de personnes contraintes de quitter leur foyer et leur famille. Je n'oublie pas non plus les réfugiés climatiques, l'augmentation des températures, les feux de forêt qui, malheureusement, ont touché mon pays, les sécheresses et d'autres événements climatiques extrêmes ont contraint des millions de personnes à se déplacer dans le même temps. L'absence de respect des droits des femmes et des filles ou les persécutions pour des raisons religieuses ou sexuelles deviennent monnaie courante dans certaines régions du monde. La situation de la protection des droits humains est hypothéquée. Il nous incombe de garantir le respect, la protection et la réalisation des droits humains. Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle sont une occasion, mais un risque également. Le pacte adopté devrait nous permettre de parvenir à un équilibre. Nous devons éradiquer toutes les formes de discrimination et de haine qui sapent l'unité de nos sociétés. Dans ce contexte, nous continuerons d'appeler à défendre les droits de la jeunesse. La réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la jeunesse, qui, à la demande du Portugal, se tiendra ici l'année prochaine, nous permettra de célébrer le 30e anniversaire du Programme mondial d'action pour la jeunesse. Ce sera là l'occasion d'aller de l'avant. C'est une priorité pour le Portugal au niveau national et international. Excellence,
La paix est l'objectif principal de l'Organisation des Nations Unies. Et ici, nous devons donner des raisons d'espérer. La guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine constitue une violation odieuse du droit international et nous la condamnons fermement. Les retombées négatives de cette guerre sur l'alimentation, l'énergie et l'augmentation de l'inflation se font sentir à travers le monde et ce sont les régions les plus fragiles qui sont les plus touchées. Nous sommes vivement préoccupés par la situation humanitaire et l'escalade des tensions dans la région du Moyen-Orient. Face aux événements au Liban, nous appelons les parties à faire montre de la plus grande retenue afin d'éviter toute escalade. Nous condamnons fermement les attentats terroristes odieux perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Nous exigeons la libération de tous les otages. Nous ne tolérerons pas la catastrophe humanitaire et le nombre croissant de victimes civiles à Gaza. Il est impératif de mettre fin aux hostilités sans condition, de garantir l'arrivée de l'assistance humanitaire et le respect du droit international humanitaire. Il est également essentiel de reprendre les négociations afin de mener à bien la solution à 2 États, la seule solution pouvant garantir la paix et la stabilité de la région. Le Portugal s'oppose à l'élargissement des colonies, à la saisie de terres sur le territoire palestinien occupé. Nous nous opposons aux actions des colons qui sont constitutives de violations du droit international et entravent la paix. Il est dans notre intérêt à tous, et il en va de notre responsabilité à tous, de garantir le respect strict du droit international et du droit international humanitaire. Nous devons également insister sur la prévention et la médiation, plus particulièrement en Afrique. J'insiste sur notre présence au sein des opérations de maintien de la paix de l'ONU ainsi qu'au sein des missions de l'Union européenne. Nos forces sont déployées au Mozambique, en Somalie, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et dans le golfe de Guinée. J'insiste également sur la contribution de la CEDEAO et de l'Union africaine aux efforts de promotion de la stabilité dans la région. Le Portugal a appuyé la résolution permettant la création de contributions du budget ordinaire de l'ONU au financement des opérations de paix de l'Union africaine mandatées par le Conseil de sécurité. Nous souscrivons à la proposition du secrétaire général de garantir des contributions du budget ordinaire au Fonds d'appui à la consolidation de la paix. Excellence, le Portugal est un pays maritime. 97% de notre territoire est constitué d'océans. Nous sommes conscients du rôle des océans dans l'économie internationale, mais aussi pour lutter contre les changements climatiques. Nous appuyons fermement la gestion et la gouvernance durable des océans, ainsi que la création d'une nouvelle économie bleue durable conformément au programme à l'horizon 2030. Nous estimons que le renforcement des capacités pour les questions liées à l'océan sont prioritaires. Nous avons établi un programme de bourse ciblant les pays en développement en mettant l'accent sur les PEID. L'accord international sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale constitue une victoire pour le multilatéralisme. Nous demeurons engagés à garantir son entrée en vigueur. Le Portugal appelle à déployer des efforts conjoints afin de finaliser un traité ambitieux pour éliminer la pollution plastique d'ici à la fin de l'année. Les changements climatiques sont la menace existentielle de notre époque. Le Portugal investit dans les énergies renouvelables et diminue sa dépendance aux énergies fossiles. Nous voulons
intégrer 47% de sources d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous voulons garantir l'adoption de nouveaux mécanismes de financement novateurs. Je pense par exemple à l'accord signé par le Portugal, Cabo Verde et Sao Tomé et Principe afin de transformer la dette de ces pays auprès du Portugal en investissement climatique afin d'appuyer la transition énergétique. Monsieur le Président, Excellences. Garantir la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 est essentiel pour les pans les plus vulnérables. Nous ne pouvons laisser personne pour compte. La transition numérique et les nouvelles technologies constituent de nouvelles occasions de bâtir un avenir plus prospère, plus juste, plus inclusif et plus durable. La connectivité est une pierre angulaire de ces efforts. La voie est claire. Nous devrions envisager les évolutions technologiques sous le prisme de l'humanité et du droit international. Excellences, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, c'est un plaisir que de m'exprimer face à vous en portugais. Alors qu'il s'agit de la 4e langue la plus parlée à travers le monde, unissant 260 millions de personnes sur tous les continents, le portugais est aussi une langue de travail et une langue officielle de 33 organisations internationales, y compris de la communauté des pays lusophones. C'est pourquoi cette organisation a pour objectif de faire reconnaître le portugais en tant que langue officielle des Nations Unies. Ces efforts sont légitimes. Hier, j'ai partagé l'avis du président du Brésil, Lula. Nous devons coopérer avec tous les pays lusophones pour atteindre cet objectif. La légitimité de l'ONU, ses capacités fédératrices et son autorité normative internationale, couplées à son expertise multidisciplinaire, sont là ses atouts qu'il faut exploiter pour le bien commun et concrétiser notre vision commune de l'avenir. Le chemin qui est face à nous, nous le savons, est incertain et semé d'embûches, mais notre objectif est clair. Nous allons aller de l'avant avec confiance et espoir. L'ONU et la communauté internationale et les peuples du monde pourront compter sur le Portugal. Je vous remercie. Merci beaucoup en portugais, dit la présidente. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier Son Excellence, le Premier ministre de la République du Portugal. Mesdames et Messieurs, nous venons d'entendre la dernière intervention au titre du débat général pour cette session. La 12e session plénière se poursuivra à partir de 15 heures. Nous poursuivrons donc la suite du débat. La séance est levée.